Dans cette vidéo, nous allons mettre en place les connaissances de base qui vont être indispensables à la réalisation de l'approche finale et de la PTL. Ces connaissances de base à acquérir sont les suivantes. Savoir gérer les unités de vitesse, comprendre ce qu'est un gradient de vent, savoir calculer une vitesse d'approche, savoir évaluer une distance sur une piste, et connaître la procédure de préparation du planeur pour l'approche. Commençons par la gestion des unités de vitesse. En vol à voile, on utilise les km/h pour la vitesse horizontale des planeurs, les nœuds pour la vitesse du vent et les mètres par seconde pour les vitesses verticales. Il faut donc avoir une idée de la relation entre ces différentes unités de vitesse pour être capable de déterminer, de tête, un ordre de grandeur rapide lors de conversion. Partons de la vitesse 100 km/h, qui est une vitesse moyenne d'approche représentative de celle utilisée pour la plupart des planeurs modernes. Avez-vous une idée de ce que cela donne à peu près en nœuds? La réponse est 50 nœuds. Pour convertir approximativement les kilomètres en nœuds, il suffit de diviser la valeur par 2. Maintenant, avez-vous une idée de ce que cela donne approximativement en mètres par seconde? La réponse est environ 25 mètres par seconde. Pour convertir approximativement les nœuds en mètres par seconde, il suffit encore de diviser par 2. L'ordre de grandeur de conversion entre ces différentes unités de vitesse est un rapport de 2. Par exemple, pour convertir des nœuds en km/h, il faut multiplier par 2. 10 nœuds correspondent environ à 20 km/h. Et pour convertir les km/h en mètres par seconde, il faut donc diviser par 4. Ou par 2, puis encore par 2, ce qui est encore plus simple. 100 km/h faut environ 25 mètres par seconde. Grâce à ce calcul mental, on est donc déjà capable de savoir qu'en approche, à 100 km/h, on vole à une vitesse d'environ 25 mètres par seconde, ce qui va faciliter la compréhension de la géométrie et du timing de la PTL. Parlons maintenant du gradient de vent. À cette étape de la formation, vous savez sans doute qu'on majeure la vitesse d'approche quand il y a du vent de face en finale. Mais êtes-vous capable d'expliquer pourquoi? Pour bien comprendre pourquoi il est nécessaire de voler plus vite avec du vent de face en finale, nous allons commencer par définir 3 éléments de connaissance qui sont indispensables. La vitesse R, la vitesse sol et l'influence du vent sur ces deux vitesses. Commençons par la vitesse R. La vitesse R d'un planeur correspond à celle qui est indiquée sur l'anémomètre. Elle est fonction de l'assiette affichée par le pilote, et pour une assiette donnée, la vitesse indiquée obtenue sera la même qu'il y ait du vent ou non, et s'il y a du vent, qu'il soit de face ou arrière, ne changera rien. Parlons maintenant de la vitesse sol. La vitesse sol n'est pas mesurée dans le planeur. On peut l'estimer, mais sauf s'il a un GPS, le pilote n'a aucune indication de sa valeur. Prenons l'exemple de deux planeurs identiques en finale volant à 100 km/h indiqués, donc de vitesse R. L'un dans une masse d'air stable sans vent, et l'autre avec un vent de 40 km/h de face. Par le calcul, on sait donc que le premier a une vitesse sol de 100 km/h, et le second a une vitesse sol de 60 km/h. Le second va forcément s'arrêter plus vite que le premier, grâce à sa vitesse sol réduite. Que peut-on en déduire? Eh bien que ce second planeur a moins d'énergie à dissiper que le premier. Pourtant, en finale, ils ont la même vitesse indiquée. Le paramètre qui change entre ces deux planeurs, c'est la vitesse sol. L'énergie d'un planeur dépend donc de sa vitesse sol et non pas de sa vitesse indiquée. Ceci est un point clé. Voyons maintenant l'influence d'un changement de vent sur ces deux vitesses. Reprenons notre planeur en finale à 100 km/h de vitesse indiquée, avec un vent de 40 km/h de face. Il a donc une vitesse sol de 60 km/h. Supposons qu'on soit capable de couper brutalement le vent de face et qu'il passe instantanément à zéro. Que va-t-il se passer sur sa vitesse R et sur sa vitesse sol? Commençons par voir l'effet sur sa vitesse sol.
Eh bien, l'énergie dont dispose le planeur grâce à sa vitesse sol va générer de l'inertie. Donc, de façon instantanée à la coupure du vent, le planeur établi sur une trajectoire stabilisée va conserver par inertie sa vitesse sol de 60 km/h. Ce phénomène ne sera bien sûr que transitoire, et sa vitesse sol se réduira progressivement par la suite, mais il faudra un certain temps. Rappelons-nous donc de cela. Lors d'une approche sur une trajectoire stabilisée, s'il y a un changement brutal de vent, le planeur de façon instantanée mais transitoire a tendance à garder sa vitesse sol par inertie. Cela marche dans les deux sens. Qu'il y ait arrêt du vent de face ou apparition brutale de vent arrière, dans un premier temps, le planeur conserve sa vitesse sol. Ceci est également un point clé. Voyons maintenant l'effet sur sa vitesse R, donc sur sa vitesse indiquée. Au moment de la coupure du vent, le planeur qui est sur une trajectoire stabilisée va voir sa vitesse indiquée passer instantanément de 100 km/h à 60 km/h. Le pilote devra alors piquer pour retrouver de la vitesse, si la hauteur est suffisante, ce qui le fera passer sous son plan d'approche et qui l'empêchera sans doute de rejoindre le point d'aboutissement qu'il avait choisi. Rappelons-nous donc également de cela, lors d'une approche sur une trajectoire stabilisée, s'il y a une diminution rapide du vent de face, il y a une perte équivalente de vitesse R, donc de vitesse indiquée. Ceci est le point clé le plus important. Une perte brutale de vent est plutôt rare, mais ce qui est plus courant, c'est un cisaillement de vent avec un changement brutal de direction, ce qui peut provoquer une perte de vitesse indiquée encore plus forte. Cela dit, même avec un vent stable et constant, on va quand même subir une perte de vitesse indiquée en finale, mais elle sera progressive et se manifestera à l'approche du sol, car le vent de face va diminuer. Ce phénomène est appelé le gradient de vent. Il vient du fait que l'air possède une viscosité dynamique, c'est-à-dire une tendance à coller les surfaces sur lesquelles il se déplace. Il est donc très ralenti au niveau du sol, et les différentes couches d'air qui se superposent au-dessus se freinent les unes sur les autres, ce qui fait qu'elles n'accélèrent que progressivement avec l'altitude. Le vent aéronautique au sol est mesuré à 7 mètres de hauteur. À 2 mètres de hauteur, qui est la hauteur moyenne des ailes du planeur au moment de l'arrondi, on estime que la vitesse du vent est divisée par 2 par rapport à la vitesse mesurée au niveau de la manche à air. Pour 20 nœuds dans l'axe d'une piste mesurée sur une manche à air, on aura donc en réalité environ 10 nœuds de face au moment de l'atterrissage. Si on prend un planeur en finale avec une vitesse indiquée de 100 km/h et subissant un vent de 20 nœuds de face, soit environ 40 km/h, eh bien en courte finale, bien que gardant une assiette constante, sa vitesse indiquée va diminuer progressivement de 20 km/h à cause du gradient de vent, car la moitié du vent de face va disparaître. Avec 20 nœuds de face, si on veut une vitesse de 100 km/h pour débuter l'atterrissage, il faudra donc faire l'approche à 120 km/h pour assurer un minimum de 100 km/h en course finale. Rappelons-nous ceci. On majore la vitesse en approche, quand il y a du vent de face en finale, parce qu'on sait qu'on va perdre une partie de notre vitesse à cause de l'effet de gradient de vent quand on va se rapprocher du sol. Rappelons-nous également que la perte de vitesse due au gradient de vent va générer une perte de portance et que sans majoration de vitesse préalable, il y aura une déstabilisation de la trajectoire en courte finale. Nouvelle question qu'on peut se poser, que se passe-t-il en finale si la composante de vent est arrière? Dans le cas d'une finale avec du vent arrière, la vitesse sol sera plus forte que la vitesse indiquée. Si le vent diminue ou s'arrête brutalement, le planeur conservera par inertie sa vitesse sol, on l'a vu, et de ce fait la vitesse indiquée dans ce cas augmentera. Il n'y a donc pas de risque de diminution de portance. Étudions maintenant comment déterminer cette vitesse d'approche qu'il faudra afficher et maintenir dès le début de la PTL. Cette vitesse est appelée VOA, vitesse optimale d'approche. Elle représente un compromis entre deux valeurs. Une vitesse minimum de sécurité pour être protégé du décrochage et une vitesse pas trop élevée pour limiter la distance nécessaire à l'atterrissage et donc réduire les risques liés à un atterrissage trop long sur la piste ou en campagne. Pour se protéger du décrochage en approche, il a été défini que la vitesse minimum d'approche sans vent
devait être égale à 1,3 fois la vitesse de décrochage en configuration atterrissage. Cette règle est valable pour tous les planeurs et tous les avions, quel que soit leur type. Cette vitesse optimale d'approche sans vent correspondant à la masse maxi du planeur est indiquée dans le manuel de vol et est généralement repérée par un triangle jaune sur l'anémomètre des planeurs. Si ce triangle jaune n'existe pas et qu'on ne connaît pas cette vitesse, il est possible de la déterminer en vol, à condition d'être suffisamment haut pour effectuer un décrochage. Pour déterminer cette VOA, il faudra se mettre en configuration atterrissage, c'est-à-dire avec les aérofreins sortis, le train sorti et, si le planeur est équipé, avec les volets en position atterrissage. Ensuite, après avoir assuré la sécurité, on va aller chercher et noter la vitesse de décrochage dans cette configuration. La vitesse de décrochage est appelée VS. Cela vient de l'anglais V-stall. Il suffira ensuite de multiplier cette vitesse qui a été relevée par 1,3 pour connaître la VOA sans vent spécifique de ce planeur. En approche, cette VOA nous donnera donc une protection de 30% par rapport à la vitesse de décrochage. Toute vitesse supérieure augmentera la marche par rapport au décrochage, mais dégradera par ailleurs notre sécurité en augmentant la distance nécessaire pour s'arrêter. S'il n'y a pas de vent en finale, c'est donc cette VOA qu'il faudra adopter pour l'approche dès le début de la PTL. Si par contre il y a du vent de face en finale, on sait maintenant qu'il va falloir prendre une vitesse plus forte en approche pour que cette valeur minimum désirée de VOA soit bien toujours présente au moment de l'atterrissage. Comme la valeur du vent est censée diminuer de moitié en courte finale, la formule de calcul de la VOA devient 1,3 fois VS plus la moitié du vent relevé. Pour tenir compte du fait que le vent n'est pas forcément constant, on rajoute en fait la moitié du vent max relevé. Par exemple, si le vent relevé est de 15 à 20 nœuds, on considérera que c'est la moitié de 20 nœuds qu'il faut rajouter. Pour finaliser la valeur de la VOA, il reste à régler un petit problème. Cette VOA est exprimée en km/h, alors que le vent, lui, est exprimé en nœuds. Mais finalement, cette différence d'unité va générer une simplification de calcul. En effet, on a vu que pour transformer les nœuds en km/h, il suffisait de multiplier par 2. 20 nœuds donnent donc environ 40 km/h. Or, comme il faut prendre la moitié du vent, il faut en fait rajouter 20 km/h. L'astuce consiste donc à rajouter le vent en nœuds à la VOA qui est en km/h, car les opérations qui consistent à multiplier par 2 puis diviser par 2 s'annulent. Donc, avec un vent de 15 à 20 nœuds et une VOA sans vent de 100 km/h, on prendra une vitesse de 100 plus 20, c'est-à-dire 120 km/h en approche, pour être sûr d'avoir au moins 100 km/h en course finale. Le principe de ce calcul étant maintenant acquis, demandons-nous si la majoration de la VOA va augmenter notre distance d'atterrissage. Prenons un planeur en approche sans vent avec une VOA de 100 km/h, vitesse qu'il gardera jusqu'à l'arrondi. Sa vitesse sol à l'atterrissage sera donc de 100 km/h. La distance nécessaire pour absorber son énergie et pour qu'il s'arrête sera d'environ 250 mètres, comme on va le voir un peu plus loin. Si on prend le même planeur, sur la même approche, mais avec un vent de face maxi de 40 km/h, la VOA sera majorée de 20 km/h et sera donc de 120 km/h. Mais sa vitesse sol, elle, sera de 80 km/h. En début d'arrondi, à cause du gradient de vent, sa vitesse indiquée va se réduire à 100 km/h. Mais comme on l'a vu, il gardera par inertie de façon transitoire sa vitesse sol de 80 km/h. Bien qu'ayant une vitesse indiquée supérieure, il aura moins d'énergie à dissiper et se posera plus court que le planeur qui a fait son approche à 100 km/h mais sans vent. Donc le fait de majorer la VOA quand il y a du vent de face augmente le niveau de sécurité, mais ne rallonge pas la distance d'atterrissage. Posons-nous une dernière question. Faut-il majorer la VOA si on a du vent arrière en finale? Si on a du vent arrière en finale, la vitesse sol sera plus forte que la vitesse indiquée. L'effet de gradient de vent va diminuer dans ce cas le vent arrière, mais comme le planeur va conserver sa vitesse sol par inertie,
Du coup, sa vitesse indiquée va augmenter. Il n'y a donc pas lieu de majorer la VOA s'il y a une composante de vent-arrière en finale. Rappelons que l'atterrissage par vent-arrière est vivement déconseillé car la distance pour l'arrêt sera beaucoup plus longue et le contrôle de la machine en fin de roulement sera aléatoire. Il y a un risque de cheval de bois. Un atterrissage vent-arrière ne peut donc être décidé que dans des conditions très particulières et si la composante de vent-arrière est très faible. Étudions maintenant les distances mises en œuvre lors d'une PTL et d'un atterrissage. Comme vous allez le voir quand on va parler de la construction de la PTL, la trajectoire va se construire par rapport au point d'aboutissement qu'on va choisir sur la piste ou sur le champ. Pour pouvoir positionner ce point d'aboutissement à une distance suffisante de la fin de bande, il faut donc avoir une notion de la distance totale que va nécessiter l'atterrissage. Voici donc un ordre d'idée de ces distances. Avec un planeur moderne du type de ceux utilisés pour l'instruction ou l'entraînement, il faut considérer que, si on arrive avec la VOA, si on n'utilise pas le frein de roue de façon brutale, et si la bande d'atterrissage est plane et qu'il n'y a pas de pente, il va falloir environ 100 mètres de palier de décélération entre le point d'aboutissement choisi où on commence l'arrondi et le point où le planeur va toucher le sol, et environ 150 mètres de décélération lors du roulage au sol. Cela représente donc une distance moyenne de 250 mètres. Il est important de s'entraîner à évaluer cette distance sur la piste lorsqu'on est en vol. Pour nous aiguiser dans cette évaluation, il y a des repères pratiques sur tous les terrains. Ce sont les balises de bord de piste. Elles peuvent avoir des aspects différents. Ce sont généralement des cônes ou des plots en béton. Prenez le temps d'aller mesurer la distance qui les sépare sur le terrain où vous apprenez à piloter. Voici deux exemples. Le terrain de Puy-Vert, où les balises sont espacées de 50 mètres, et le terrain de Buneau-Bonnevaux, où elles sont espacées de 100 mètres. La connaissance de la distance entre les balises va vous permettre de matérialiser la longueur de bande nécessaire pour vous arrêter et de savoir, par exemple, où placer un point d'aboutissement pour faire un atterrissage long si vous souhaitez vous arrêter en bout de piste. La dernière chose à connaître avant d'étudier la réalisation de la PTL est la procédure de préparation du planeur pour l'approche. Cette procédure s'effectue en zone de perte d'altitude. On utilise ensuite une phrase mnémotechnique qui sert de checklist pour vérifier que rien n'a été oublié. Cette phrase est « Tout va bien, continue, Roger ». La première lettre de chaque mot correspond à une ou plusieurs actions à effectuer. Train correspond à la vérification que le train est bien sorti et verrouillé. Attention, si on a oublié de rentrer le train après le largage, la manœuvre du train à ce moment du vol peut nous amener à le rentrer plutôt qu'à le sortir. Il faut donc bien vérifier la position réelle de la manette et ne pas se contenter de la manœuvrer. Trafic correspond à faire l'inventaire des aéronefs dans la zone de perte d'altitude, dans le tour de piste et sur l'aire d'atterrissage, pour assurer un espacement par rapport aux autres trafics et pour choisir une zone suffisamment longue et dégagée au sol. Vent correspond à l'évaluation du sens du vent et de son intensité, pour choisir le sens d'atterrissage et calculer la VOA. Volet correspond à la vérification que les volets sont bien positionnés sur le cran correspondant à l'approche, si le planeur est équipé de volets. Ballast correspond à la vérification que les ballasts ont bien été vidés, si le planeur en est équipé et qu'on avait pris de l'eau pour ce vol. Ceinture correspond à la vérification que les ceintures ont bien été resserrées avant de débuter l'approche, car elles ont souvent tendance à se desserrer pendant le vol. Compensateur correspond à la vérification que le compensateur a bien été réglé pour maintenir la VOA qui a été calculée. Cockpit correspond à la vérification que tous les objets, tels que les appareils photo, gourdes, etc., ont bien été rangés et que le cockpit est en ordre pour l'approche. Et enfin, radio correspond à la vérification que la VHF est en fonction, sur la bonne fréquence, que le volume n'est pas à zéro et que le message radio standard de la procédure locale de début d'approche a bien été émis. Il faut apprendre cette petite checklist par cœur pour être capable de la restituer sans que cela ne consomme de ressources en vol avant de débuter la PTL.
Pour finir, revoyons les points clés de cette vidéo. Les nœuds, les km/h et les mètres secondes se convertissent facilement par des divisions ou des multiplications par 2. L'effet de gradient de vent génère une perte de vitesse indiquée en courte finale. Il faut donc majorer la vitesse d'approche quand il y a du vent de face. La VOA est égale à 1,3 fois la vitesse de décrochage en configuration atterrissage, à laquelle on rajoute la valeur en nœuds du vent max qui a été relevé. Il faut prendre le temps d'aller mesurer la distance qui sépare les balises du bord de piste sur le terrain où on apprend à piloter, pour savoir matérialiser les distances d'atterrissage sur la piste et être capable de choisir un point d'aboutissement en sécurité. Enfin, il faut apprendre par cœur la procédure de préparation du planeur pour l'approche. Tout va bien, continue Roger. Dans cette vidéo, nous avons mis en place les connaissances de base qui sont indispensables pour l'étude de l'approche et de la PTL. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de l'approche finale.